Make people enjoying the game, enjoying the event before the event and after the event. Il y a des silences plus bruyants qu'un cri et des vérités qui, longtemps étouffées, finissent par exploser au milieu de ruines soigneusement construites. Pendant des années, Christian Karembeu s'était enfermé dans l'image d'un homme reconstruit, d'un champion tranquille, silencieux, sur ce que tous devinaient sans jamais oser nommer. La faille, cette faille, c'était elle, Adriana. Le nom seul vibrait encore dans ses tempes comme une ancienne musique qu'on croit oublier, mais dont chaque note revient hanter les nuits trop calmes. On croyait tout savoir de lui, du gamin venu de Nouvelle-Calédonie devenu héros des Bleus, du footballeur élégant et discret qui avait soulevé la Coupe du Monde en 1988, de l'ambassadeur infatigable des causes humaines, de l'homme qui s'était toujours tenu droit, même lorsque son monde s'était effondré. Mais on ne savait rien ou si peu du cœur battant sous le maillot, des regards échappés aux caméras, des mots jamais prononcés quand Adriana s'éloignait, silhouette irréelle, beauté slave figée comme une douleur en pleine lumière. Longtemps il a nié, il a souri, il a fui l'évidence, comme si l'avoué revenait à rouvrir une plaie que le temps avait à peine recousue. Mais un jour, sans prévenir, la digue a cédé. Ce jour-là, la mer s'est retirée dans ses yeux, et il a parlé. Pas à la télévision, pas dans un livre, pas même dans une interview programmée. Il a parlé dans le murmure d'un soir, trop doux pour être anodin, dans une salle discrète à Paris, au détour d'une conversation qui n'en était pas une, simplement un flot d'images, de souvenirs, de regrets filtrés par la fatigue. Et soudain, dans ce silence qui pesait entre deux verres vides, il l'a dit. Ce n'était pas une confession, ni un mea culpa, juste une vérité nue, sans défense, sans artifice, une vérité qui avait, trop longtemps, attendu son heure. Il n'y avait plus de justification, plus de détour, seulement cette phrase tombée comme une pluie d'orage sur un sol trop sec. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Ce n'était pas un scoop, c'était une blessure ancienne qu'il osait enfin nommer. Et alors, tout a pris un sens. Les regards absents dans les tribunes, les silences trop longs lors des interviews, les photos évitées, les femmes traversées sans jamais s'arrêter. Tout revenait à elle, comme un fil unique que le destin, cruel et moqueur, avait tendu sans qu'il ne puisse jamais le rompre. Adriana Karembeu, ce nom qui brillait dans les magazines comme une étoile inaccessible, cette femme que la France avait tant admirée et enviée, ce fantasme devenu épouse puis mirage, elle n'avait jamais vraiment quitté son monde intérieur. Même quand elle souriait à un autre, même quand elle refaisait sa vie, même quand lui-même prétendait avancer, il y avait cette part de lui qui restait figée, bloquée quelque part entre le premier regard et la dernière étreinte. Ce n'était pas un amour de cinéma, ni une passion toxique, c'était un amour d'âme, un amour que rien ne remplace, pas même le temps, pas même les autres. Et ce qu'il disait ce soir-là, ce n'était pas un appel, c'était un constat, presque un hommage. Elle avait été la plus belle page de sa vie. Et rien depuis ne l'avait égalé. Dans ce souffle avoué tardivement, il y avait la dignité d'un homme qui n'attend plus rien, si ce n'est que l'on sache. Et ceux qui l'ont entendu ce soir-là, ceux qui ont perçu la faille derrière les mots simples, ont compris qu'ils venaient d'assister à quelque chose de rare, un moment de vérité brutale, comme on en voit peu chez ceux qui ont toujours su maîtriser leur image. Ils n'avaient pas besoin d'en dire plus. Une image, un détail, suffisait pour tout raviver. Un petit bracelet oublié sur une table de chevet, un parfum qui flottait encore dans les couloirs d'un appartement vide, une lettre jamais envoyée qu'il avait retrouvée, froissée mais intacte, dans un vieux tiroir de bois. Cette lettre, il ne l'avait jamais lue à voix haute, mais chaque mot vibrait encore en lui comme une cicatrice à vif. Il n'y avait rien de grandiloquent, rien de dramatique, simplement cette vérité insupportable. On ne guérit jamais de certaines absences. Et si Christian Karembeu s'était longtemps tu, c'était peut-être pour protéger cette part sacrée, cette mémoire vivante d'un amour trop vrai pour être partagé. Ce soir-là, en parlant, il ne cherchait ni pardon ni retour. Il ouvrait une porte restée close trop longtemps, celle de son propre labyrinthe. Et ce qu'on y découvrait n'était ni glorieux ni honteux, mais profondément humain, tragiquement sincère. Adriana n'était pas un souvenir. Elle était l'origine, le centre, l'écho permanent. Et maintenant que les mots avaient été dits, il n'y avait plus de masque. Seulement un homme, seul, face à la vérité de son propre cœur.
Il n'avait jamais supporté les flashs. Même au sommet de sa gloire, même quand il portait le maillot tricolore avec l'élégance d'un roi d'ébène, Christian Karembeu fuyait la lumière comme d'autres fuient l'obscurité. Et pourtant, il avait toujours été là, au premier rang des podiums, l'un des visages les plus aimés, les plus lisses aussi, comme si la vie lui avait offert une route pavée d'or, un destin tout tracé. Mais ce que personne ne savait, ce que personne ne voulait voir derrière ses gestes mesurés et son regard calme, c'était la tempête intérieure, ce cataclysme qu'il avait appris à contenir au prix d'un silence presque inhumain. Le choc, ce n'est pas qu'il ait avoué aimer encore Adriana. Le choc, c'est ce qu'il a vécu en secret après leur séparation. Ce que le monde n'a jamais su, c'est que Christian Karembeu a connu des mois de dérive silencieuses, des nuits sans sommeil, des jours entiers où il errait dans Paris sans but, méconnaissable, sans repère, le corps toujours impeccable mais l'âme effondrée. On le croisait parfois dans le Marais, seul, encapuchonné, parlant à peine, regardant les vitrines sans rien voir. Il avait fui les stades, les plateaux, les micros. Un jour, il est resté 6 heures immobile sur un banc, face à la Seine, les mains serrées dans ses poches, le regard noyé dans l'eau grise, incapable de bouger, comme figé par un souvenir qu'il ne parvenait pas à tuer. Ce souvenir, c'était une scène banale, presque insignifiante pour le reste du monde. Adriana, un matin, en peignoir blanc, dans la cuisine, la lumière d'hiver dessinant un halo autour de ses cheveux blonds, elle riait d'un rien, d'une goutte de lait renversée, d'un croissant trop cuit. Elle riait pour lui, et ce rire, c'était sa maison. Quand Elsa est partie, ce rire a disparu, et avec lui, tout ce qui faisait de lui un homme debout. Il n'en a jamais parlé, mais pendant plusieurs semaines, il n'a mangé que des œufs brouillés, parce que c'était ce qu'elle lui préparait. Parce que c'était la seule chose qui lui rappelait encore sa chaleur. Il dormait sur le canapé, pas dans le lit vide. Il ne supportait plus les draps Bira frais. Et puis, il y a eu cette nuit où il a disparu, littéralement, sans prévenir personne. Même ses proches n'ont su où il était passé. Ce soir-là, il a pris sa voiture et il a roulé sans s'arrêter, jusqu'à Biarritz. Là, il a loué une chambre dans un petit hôtel au bord de l'eau, sous un faux nom. Il a laissé son téléphone éteint, son passeport dans la boîte à gants, et il a passé 3 jours à écrire. Pas des discours, pas un livre, juste des lettres. Des dizaines de lettres à Adriana, qu'il n'a jamais envoyées. Dans l'une d'elles, il disait simplement « Tu es l'incendie que j'ai laissé me consumer ». Dans une autre, « Je croyais savoir ce que c'était que perdre un match, je ne savais pas ce que c'était que perdre le souffle ». C'est là qu'il a compris que ce n'était pas elle qu'il avait perdu, mais lui-même. L'homme qu'il avait été avec elle n'existait plus, et aucun trophée, aucun honneur, aucune autre étreinte ne pouvait le ressusciter. Il est revenu à Paris plus maigre, plus lent, les gestes plus hésitants. Mais personne ne s'en est soucié. Il savait trop bien jouer le rôle de l'homme fort. Il continuait d'apparaître de temps à autre dans les médias, à parler de football, de causes humanitaires, mais à l'intérieur, il s'éteignait lentement, comme une lampe qu'on n'a pas rechargée. Il a refusé plusieurs propositions de projets, de livres, d'émissions. Il disait que ça ne lui ressemblait plus. Ce que personne ne comprenait, c'est qu'il vivait dans le passé. Pas par nostalgie, mais parce que le présent lui était insupportable. Et puis il y avait cette habitude étrange, que même ses proches trouvaient déroutante. Il gardait toujours une chaise vide à sa table, que ce soit au restaurant ou chez lui. Il disait que c'était par respect pour les absents. Mais en réalité, cette chaise, c'était Adriana. Il ne pouvait pas s'asseoir sans lui laisser une place, invisible mais réelle. Plus troublant encore, il avait gardé ses affaires, soigneusement rangées, dans un placard dont il avait la clé autour du cou. Personne n'avait le droit de l'ouvrir. Et lorsqu'un jour un ami proche, sans savoir, l'a fait par erreur, Christian a explosé de colère. Une colère noire, glaciale, qu'on ne lui connaissait pas. Il a quitté la pièce sans un mot, les larmes aux yeux. On ne l'avait jamais vu pleurer, même en finale de Coupe du Monde. Il pleurait pour un placard ouvert. Mais ce n'était pas le placard, c'était la mémoire profanée. Parce qu'Adriana n'était pas un souvenir pour lui, c'était un sanctuaire. Et il vivait chaque jour dans le culte silencieux de ce qui avait été. Pourtant, il y a eu d'autres femmes. Ou plutôt, des tentatives. Des histoires avortées, des rencontres sans suite, des noms que l'on associait à lui dans la presse, mais qu'il ne prononçait jamais. Il était là, physiquement, mais ailleurs, mentalement.
Aucune n'avait cette étincelle, ce magnétisme, cette fragilité qu'il aimait tant chez Adriana. Il les regardait, parfois avec douceur, mais jamais avec feu. Et c'est ce feu qu'il cherchait désespérément à rallumer, même s'il savait qu'il s'était éteint avec elle. Il disait souvent à ses amis que certaines blessures ne cicatrisent pas. Elles deviennent une partie de vous. Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il aimait encore cette douleur, parce qu'elle le rattachait à ce qu'il avait perdu de plus précieux. Son amour pour Adriana n'avait pas disparu. Il avait changé de forme. Il était devenu une absence présente, un vide habité. Et dans ses silences, dans ses gestes mesurés, dans ses absences prolongées, c'était elle qui vivait encore. C'est ce qu'il a enfin compris ce soir-là, en avouant l'indicible, qu'il avait cessé de vivre vraiment le jour où elle avait franchi la porte. Mais ce n'était pas une fin. C'était peut-être un début, celui d'un récit qu'il n'avait jamais osé écrire. Et il savait que tant qu'il aurait la force de prononcer son nom sans se briser, elle continuerait d'exister en lui, comme un secret précieux qu'aucune distance, aucun oubli, aucun autre amour ne pourrait jamais effacer. Ce fut un soir d'orage que tout bascula sans qu'il ne l'ait prévu, alors qu'il marchait seul dans les rues désertes du 6e arrondissement, trempé jusqu'aux os, le col relevé comme un homme qui fuit encore une fois le monde, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, il avait l'étrange sensation que quelque chose s'ouvrait en lui, une faille ancienne qui n'était plus seulement douloureuse, mais vivante, brûlante. Il se dirigea presque inconsciemment vers un immeuble aux volets gris, un immeuble qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans et dont il aurait pu dessiner le moindre recoin, les yeux fermés. Il posa la main sur la poignée rouillée du portique et, au contact froid du métal, une image lui traversa l'esprit. Non pas celle d'Adriana dans sa robe ivoire le jour de leur mariage, ni même celle de leur dernier regard, mais une scène minuscule, presque ridicule en apparence, le jour où elle avait oublié de lui dire bonjour en rentrant du marché, occupée à téléphoner à sa sœur, et lui, assis à la table, l'avait observé sans rien dire, le cœur serré par une angoisse étrange qu'il n'avait jamais osé nommer, la peur de devenir transparent, de ne plus compter, de n'être qu'un corps à côté d'elle. C'est ce souvenir-là qui lui revint. Pas les grandes douleurs, pas les adieux, mais ce détail microscopique qui avait fissuré sa certitude. Alors il entra, gravit les escaliers, avec une lenteur presque cérémonielle. Chaque marche semblait le ramener à un autre temps, à un autre lui. Et lorsqu'il se retrouva devant l'appartement, il ne savait plus très bien ce qu'il venait chercher. Une preuve, une illusion, un fantôme peut-être. Il colla son front contre la porte comme pour y lire un écho. Et ce qu'il sentit alors n'était pas de la nostalgie, ni même du chagrin. C'était une forme de colère froide, une colère qu'il n'avait jamais autorisé à sortir. Parce qu'il avait toujours voulu protéger l'image, la dignité, la légende. Mais à cet instant, il ne voulait plus être légende. Il voulait être homme, avec ses failles, ses manques, ses blessures. Il ferma les yeux et laissa tout remonter. Les humiliations muettes, les doutes qu'il avait eus, les silences trop pleins, les absences déguisées en travail, les nuits où elle ne dormait plus à côté de lui sans lui expliquer pourquoi, les matins où elle posait sa main sur son épaule par automatisme et non par amour. Et soudain, il comprit qu'il n'avait pas seulement perdu Adriana. Il s'était aussi perdu lui-même dans une histoire dont il avait voulu faire un conte, une perfection trop belle pour être vraie. Il comprit qu'il avait nié ses propres besoins, qu'il avait masqué sa douleur sous le rôle de l'homme solide, du mari parfait, de l'athlète inébranlable, et qu'en faisant cela, il l'avait peut-être poussé à s'éloigner, non pas par trahison, mais par asphyxie, parce qu'il ne lui montrait plus ses failles, parce qu'il voulait être tout sauf vulnérable, alors qu'en réalité, elle aurait peut-être aimé le voir tomber, le voir pleurer, le voir crier, au lieu de ce silence de glace qui les avait peu à peu séparés comme deux continents dérivant lentement. Et il resta là, appuyé contre la porte, longtemps, sans bouger, jusqu'à ce qu'un voisin sorte de l'ascenseur, le reconnaisse et lui adresse un regard surpris mêlé de pitié. Et dans ce regard, il vit le reflet de ce qu'il était devenu, une figure figée dans la mémoire collective. Mais plus personne ne savait vraiment ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait. Il descendit les escaliers en courant, comme pour fuir sa propre image, sortit dans la rue, marcha sans s'arrêter, jusqu'à Montparnasse, jusqu'à ce petit bar où ils avaient l'habitude d'aller quand elles voulaient fuir les caméras. Il s'assit à la même table, commanda un café, et au moment où il porta la tasse à ses lèvres, il la vit entrer, elle, Adriana, plus belle encore,
plus lointaine, presque irréelle, elle ne l'avait pas vue. Elle parlait à une autre femme, un rire discret dans la voix, et lui, paralysé, sentit son cœur se contracter si violemment qu'il crut s'évanouir, mais il ne bougea pas. Il observa chaque geste, chaque regard, et ce qu'il lut dans ses yeux n'était ni indifférence ni rancune, c'était une forme d'absence douce, comme s'il lui était déjà relégué à une autre vie. Il voulut se lever, l'appeler, lui dire qu'il l'aimait encore, que tout ce qu'il avait été depuis n'était qu'un décor, une illusion, qu'il n'avait jamais trouvé de paix loin d'elle, mais il resta figé, incapable de bouger, car il comprit que cette scène était leur fin véritable. Pas celle des médias, pas celle du divorce officiel, mais celle où l'un voit l'autre et réalise que ce qui les liait ne suffit plus à franchir la distance qu'ils ont laissé s'installer. Elle sortit sans le voir, et lui, les yeux vides, regarda la porte se refermer, avec ce sentiment qu'il venait de refermer lui-même la dernière page de son histoire la plus vraie. Il se leva lentement, quitta le bar, marcha encore longtemps, le cœur battant dans le vide, et ce soir-là, pour la première fois, il rentra chez lui, ouvrit le placard verrouillé depuis des années, en sortit les objets qu'il avait gardés, les posa sur la table, les regarda un à un comme on regarde des reliques, puis il alluma une bougie, s'assit devant et parla tout bas, comme s'il lui parlait à elle, non pour la faire revenir mais pour enfin lui dire au revoir. Mais au moment même où il soufflait, ce dernier mot à peine audible, emporté dans le souffle tremblant d'une bougie vacillante, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement dans un claquement sec qui fit sursauter son cœur à l'arrêt, et il crut un instant que ses pensées avaient invoqué un fantôme, qu'un reste d'âme venait de réclamer, un dernier regard, mais ce n'était pas Adriana, ce n'était pas un souvenir, c'était un jeune homme d'environ 20 ans. Les traits taillés dans la douceur troublent d'une ressemblance impossible. Les yeux sombres, mais la bouche fine le port altier, mais le regard incertain. Il resta figé sur le pas de la porte comme s'il cherchait ses mots ou ses origines. Et Christian ne sut pas s'il devait se lever, fuir crier ou tomber à genoux, parce que ce visage il le connaissait sans l'avoir jamais vu, et ce qu'il entendit ensuite fut une déflagration silencieuse, pire que toutes les douleurs de l'amour, trahi ou perdu. « Bonsoir, je suis ton fils. » Les mots tombèrent comme une hache dans la chair. Vivante de ses certitudes, un fils, un être de chair et de sang, né dans l'ombre de son ignorance, il voulut nier, balbutier un nom quelconque, mais tout en lui se mit à hurler, que c'était vrai que le temps s'était joué de lui, que les silences d'Adriana n'étaient pas des oublis mais des choix, une protection, une condamnation. Il n'y avait pas de haine dans les yeux du garçon, juste une absence de repère. Une détresse contenue. Il s'appelait Lucas. Il avait grandi en Europe de l'Est, chez une tante. Il ne portait pas son nom, il ne savait même pas qu'il avait un père. Jusqu'à il y a quelques mois, quand une lettre, scellée de la main d'Adriana, lui avait été remise. Une lettre, écrite juste avant sa mort, car Adriana était morte. Christian ne savait rien. Il sentit ses jambes flancher son corps, basculer en arrière. Il crut suffoquer Adriana. Morte un fils inconnu. Une vie entière, construite sur des manques, des vides, des mensonges. Et dans cette lettre, qu'il lut plus tard seule, les mains tremblantes, elle écrivait qu'elle avait voulu lui dire, mais qu'elle avait eu peur de le perdre, de voir dans ses yeux un jugement ou une déchirure qu'elle n'aurait pas supporté. Elle écrivait qu'elle l'aimait encore, mais qu'elle ne pouvait pas l'enchaîner à un enfant dont il n'avait pas choisi l'existence qu'elle espérait, qu'un jour Lucas aurait la force de venir à lui et que lui aurait le courage de ne pas tourner la tête. Christian resta des heures à regarder le jeune homme comme on regarde une vérité nue, douloureuse, sublime, insupportable. Il ne sut que dire, il ne sut que faire. Il tendit la main lentement, comme si ce geste pouvait rattraper 2 décennies d'absence, et Lucas s'approcha, posa sa paume contre la sienne, et dans ce contact maladroit, brutal et fragile, naquit quelque chose d'inédit, pas encore un lien, mais la promesse possible d'un commencement. Et dans cette nuit déchirée, où tout semblait trop tard, il comprit que peut-être rien n'était encore fini, que l'amour parfois renaît là où l'on pensait qu'il ne restait que des cendres, et que le plus grand secret de sa vie n'était pas sa douleur, mais cette part de lui qu'il n'avait jamais connue, et qui maintenant le regardait avec la même solitude que celle
qu'il portait depuis qu'elle était partie. Il se leva d'un bond, comme projeté hors de lui-même. L'air manquait dans la pièce. Ses tempes battaient comme un tambour de guerre. Son regard fuyait celui du garçon, puis y revenait happé par la force brutale d'un destin qu'il n'avait pas écrit. Ses pas tournaient en rond dans l'appartement. Ses mains tremblaient, il ouvrait les tiroirs sans raison, les refermait violemment, renversait une chaise, parlait tout seul comme un homme traqué. Il répétait « Non, 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 c'est pas possible ». Puis il s'arrêtait, soudain fixait Lucas, comme si la réalité devait passer par le regard pour devenir supportable. Ses souvenirs se déformaient, des scènes entières reprenaient sens, des silences. D'Adriana devenait lourd de sens, des absences soudaines, des appels manqués, des regards. Fuyant, il serra les poings puis les desserra, les yeux rouges de rage, de chagrin, de honte. Aussi il ne savait plus s'il devait en vouloir à Adriana, à lui-même ou au destin. Il hurla sans bruit, comme on hurle au fond de soi avec une violence qui déchire la gorge intérieure. Il s'approcha brusquement de Lucas, le saisit par les épaules trop fort sans le vouloir, le garçon tressaillit, mais ne recula pas, et dans cette tension suspendue, il vit dans ses yeux une peur ancienne, pas celle d'un inconnu, mais celle d'un enfant, habitué à ne pas être choisi. Il le relâcha, d'un coup, recula, chancela, frappa du poing contre le mur, une fois, deux fois. Le sang perla sur ses phalanges, il ne sentit rien. Le monde tournait autour de lui, un monde qu'il ne reconnaissait plus. Il était père, et elle était morte, et personne ne lui avait laissé le choix. Il sentit une colère sourde monter, une rage de n'avoir rien su, de n'avoir rien pu faire, de n'avoir été qu'un pion dans une histoire qu'il avait traversée sans le prévenir. Il cria enfin un cri long animal, brut comme une détonation, le visage déformé par l'effroi et la douleur. Puis il s'effondra, au sol à genoux, les larmes noyant son visage, ses épaules secouées par des sanglots incontrôlables. Et Lucas s'agenouilla à côté de lui, posa une main hésitante sur son dos, sans mots, sans reproche, sans explication, juste ce geste simple d'un fils qui reconnaît malgré tout le battement d'un cœur qui lui ressemble. Et dans ce geste, il y avait tout ce que Christian n'avait jamais osé espérer. Il s'accrocha à cette main, comme à une bouée, au milieu d'un océan de chaos. Il ne parlait plus. Il ne pensait plus, il ressentait juste un vertige total, un monde qui s'écroulait pour laisser place à un autre brutal inconnu, mais peut-être plus vrai que tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici. La nuit dehors continuait de tomber lourde et muette, et à l'intérieur d'un homme brisé naissait lentement une chose terrible et belle. À la fois la conscience qu'il n'était plus seul, et que ce lien nouveau, cet être venu de l'ombre, ne disparaîtrait plus. La pluie martelait les vitres comme si le ciel voulait arracher la maison de ses fondations. Et dans l'obscurité, éclatée d'éclairs, elle se tenait là, le regard vide, la main tremblante autour d'un téléphone encore chaud d'une conversation interrompue. « Je sais tout, tu n'aurais jamais dû mentir », avait dit la voix à l'autre bout du fil, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 17 ans, une voix qu'elle croyait morte, ou pire, enterrée avec le passé. Elle recula d'un pas, heurta la commode. Une enveloppe en tomba, ouverte, froissée, tachée de larmes anciennes. Elle l'attrapa au vol, relut ces mots 1000 fois déchirés dans sa mémoire. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à vous protéger tous les deux. » Et à cet instant précis, une silhouette surgit dans l'encadrement de la porte, trempée, haletante. Son frère, celui qu'elle avait cru perdu dans l'incendie de l'orphelinat, celui dont le corps n'avait jamais été retrouvé, il n'avait pas vieilli, ou plutôt, il avait vieilli comme elle, trop vite, trop fort, ses yeux ne brillaient plus d'innocence, mais d'une rage contenue. « Tu m'as abandonné », souffla-t-il. « Non », répondit-elle dans un souffle brisé. « C'est lui qui nous a séparés. »« Papa ?»« Non, pas papa. Il n'était rien de ce que tu crois. Il n'a jamais été notre père. » Et le silence qui suivit fut comme un gouffre ouvert sous leurs pieds, un précipice d'où montaient les hurlements d'une vérité trop longtemps tue. « Il nous a volés », continua-t-elle, les mains crispées sur le papier. « Nos noms, nos vies et notre sang. » Elle fit un pas vers lui, tendit l'enveloppe comme une offrande maudite. « Lis-le, et tu comprendras pourquoi j'ai fui, pourquoi j'ai menti, pourquoi je ne pouvais pas te dire que celui que tu pleurais n'était pas mort, mais vivant, et pire encore, complice. » Il la fixa, la mâchoire serrée, les poings blancs, puis sans prévenir, il attrapa l'enveloppe, la déchira, lut,
et ses traits se tordirent lentement dans un masque de douleur pure. « Il a tué maman », murmura-t-il. Et cette phrase, simple et nue, explosa entre eux comme une bombe. Elle ferma les yeux, les larmes ruisselant sous la lumière bleutée d'un éclair. Oui, et maintenant, il est de retour. La lumière blafarde du néon se mit à clignoter au-dessus de leur tête, lançant des éclairs sur les murs écaillés de la pièce comme pour accentuer le moment où tout allait basculer. Et dans ce silence épais, elle souffla, presque sans voix. « Il n'est pas ton père. » Les mots tombèrent, tranchants, irrémédiables, brisant l'équilibre fragile qu'il maintenait depuis des années. Il la fixa, figée, les lèvres entr'ouvertes, comme si chaque souvenir de son enfance s'était soudainement fissuré. Elle détourna le regard, honteuse, le souffle court. « J'ai voulu te le dire des dizaines de fois, mais j'avais peur que tu partes, que tu me détestes. » Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol dans un cri métallique. « Alors tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai cru, c'était du mensonge ?» Elle ne répondit pas, les larmes aux yeux, incapable d'affronter la colère qui montait en lui comme une marée noire. Il marcha de long en large, les poings serrés, les mâchoires tendues, puis s'arrêta net, se tourna vers elle. Et lui, il sait? Il est au courant depuis le début? Elle secoua lentement la tête. Non, je ne lui ai jamais dit non plus. Il t'a aimé comme son fils. Il n'a jamais douté. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Incroyable. Vous avez tous vécu dans ce mensonge confortable pendant que moi je me tuais à être un fils à la hauteur. La tension dans la pièce était palpable, et soudain, il se mit à fouiller dans le tiroir du vieux buffet, en sortit une enveloppe jaunie qu'elle tenta en vain de lui arracher des mains. Ne lis pas ça, je t'en supplie. Mais déjà, il déchirait le papier, les yeux courants sur les lignes d'une lettre écrite d'une main tremblante, une lettre qu'un homme inconnu adressait à sa mère, parlant d'un amour interdit, d'une nuit unique, d'un fils qu'il n'avait jamais pu connaître. Alors c'était vrai, murmura-t-il, les mains tremblantes, et soudain tout devint plus clair. Les regards fuyants, les silences, les absences inexpliquées de son enfance, la ressemblance qu'il n'avait jamais vraiment eue avec celui qu'il appelait « papa ». Il sentit son monde s'écrouler, mais au milieu de ce fracas intérieur, une autre pensée jaillit, brutale, acide. S'il n'était pas le fils de cet homme, alors qui était-il? Et pourquoi ce nom sur la lettre lui semblait-il si familier? Et si ce nom, oublié dans les replis du passé, détenait la clé d'une vérité encore plus bouleversante? Ce n'est que le début d'un voyage au cœur de l'identité, du mensonge et de la rédemption. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, car certaines vérités ne peuvent rester enfouies à jamais. L'histoire continue.